Ah, te voilà, ville Peter et tes dragons. Il est temps d'affronter mon équipe imbattable. En même temps, ta laser glace, c'est pas vraiment un défi. Tiens, d'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi il s'appelait Peter en français. Bonne question. On va voir ce qu'on peut trouver. Et quel membre du Conseil des Quatre a Dracolos dans son équipe? Eh bien, c'est Peter. Et pourquoi Peter? Parce que Peter et Elliot le dragon. Bon, ben, je crois qu'on a le sujet de la prochaine vidéo. On en a déjà parlé dans d'anciennes vidéos, mais Peter et Elliot le Dragon est un film qui aura marqué le cinéma, notamment en rendant tous les producteurs frileux d'avoir un dragon parlant à l'écran. Ah, je sais. C'est idiot. Et si c'est en 1977 que sort le 28e classique de Disney, je porte à votre attention qu'on a dit classique de Disney, pas classique d'animation. Le projet commence, vous vous en doutez, bien avant. Et pour ça, on va devoir parler du livre Qui jamais ne fut. À toi. Et voilà, Peter à la poubelle. Quoi ? Ah oui, l'histoire commence en 1957, quand Disney va engager un certain Stanton Ingersoll Miller. Miller, c'est un gars qui est connu dans le milieu. Il a roulé sa bosse à la Fox, à la Paramount ou chez les frères Warner. Frère Warner. Il a notamment travaillé sur Scarface. Elle va te lâcher, ma vieille frangine! Non, pas celui-là, celui de 32. Je suis ce qu'on peut appeler un bon vendeur, croyez-moi. Je vais commencer tout de suite à prendre les commandes, patron. Et sur Robin des Bois. Robin de Loxley. Non, pas celui-là, celui de 38. Oh, je ne lui ferai pas de mal. Restez ici pour ne pas l'effrayer. Et après 25 ans à voyager de studio en studio, Miller va se mettre à son compte et vendre ses scripts aux plus offrants. Ce qui nous amène en 1957 où un certain Walter, enfin peut-être pas lui directement, va mettre une option sur la dernière nouvelle qu'il a écrite. Une histoire courte, Pete's Dragon and the USA. Une histoire qui n'existe malheureusement plus. On a beau fouiller tout l'internet, elle n'a jamais été publiée et jamais diffusée sous quelque forme que ce soit. Une histoire qu'il a écrite avec un certain ou une certaine S.S. Fields, une personne que l'univers semble avoir oubliée. Et si j'ai marqué une pause en disant son nom, c'est parce qu'en faisant mes recherches, je suis plus tombé sur des uniformes de la Seconde Guerre mondiale que sur une photo de la personne. On risque pas d'être démonétisé à cause de ça ? Donc vous vous en doutez, avec si peu d'infos, savoir de quoi parle l'histoire, eh ben on sait pas trop. Les bribes qu'on a, c'est qu'il était bien question du Maine, d'un phare et d'un orphelin. Des éléments qui resteront dans le produit final. Sauf que, ben on est en 1957, soit 20 ans avant la sortie du film. Alors, je veux bien, faire un film ça prend du temps, mais 20 ans quand même. Laissez-moi donc vous emmener sur ce long chemin semé d'embûches qui a donné naissance au dragon, prénommé Elliot. L'histoire 1791 de son nom de projet n'a pas duré bien longtemps. On a bossé dessus au minimum le temps de nommer le dragon Gabriel, puis il a été archivé aussi vite qu'un remake Disney ne fait un flop. On sent que l'achat du script était bien parti pour être rentabilisé. Mais le projet n'y restera pas longtemps puisqu'il refera surface plus vite que l'apparition d'une incohérence dans la saga du multivers. En 1958, les projets 5815 et 5816 débarquent avec l'histoire de Peter et son dragon. 2 numéros pour 2 projets. Un film et sa suite? Non, le script sera divisé en 2 épisodes pour la série Le Monde Merveilleux de Disney, une série produite pour ABC en contrepartie du financement de Disneyland, avec ce générique iconique que tous les enfants de ma génération ont au moins vu une fois dans leur vie, avant d'être remplacé par Disney Parade, une émission dominicale présentée par Jean-Pierre Foucault, qui fera la promotion d'Euro Disney une fois celui-ci ouvert. Le monde merveilleux de Disney passera de chaîne en chaîne pendant 50 ans et verra l'apparition de personnages comme Donald Duck ou la série Davy Crockett. Et donc ce double épisode sur Peter et son Elliot de dragon. Sauf qu'on est en 58, donc toujours 20 ans trop tôt, et vous pouvez constater que ce fameux double épisode, on n'en a pas vu la queue. Parce que même si le script écrit par Noël Langlais semble convaincre pas mal de monde, Walt décide que ce n'est pas le bon moment et le range bien gentiment à côté du projet 1791, et on n'entendra plus parler du dragon jusqu'à la mort de Tonton Walt en 66. On se retrouve donc en 1968 où le projet ressort une nouvelle fois des archives, pour être confié à Bill Raynor et Miles Wilder qui venaient de finir de bosser sur la série Max la Menace. Ils vont terminer le premier jet en octobre de la même année et le soumettre au studio de Burbanks, qui va donner son feu vert, remanier légèrement le script, et puis congeler une nouvelle fois le projet. Moi je dis, à un moment donné, il faut s'avouer vaincu.
Quand ça veut pas, ça veut pas. Avance rapide jusqu'en 1975 où va apparaître un nouveau protagoniste, Jérôme Courtland. Courtland, c'est à la base un acteur qui s'est notamment fait connaître pour son rôle dans The Saga of Andy Burnett, une série produite par Disney et diffusée dans le monde merveilleux de Disney. Vous voyez comment on y revient? Et ce fameux matin de 1975, Jérôme fouille dans les archives et tombe sur les projets 5815 et 5816, et se dit que l'idée était quand même pas mal. Il demande donc à Malcolm Hammerstein d'en écrire le scénario, et à Al Kasha et Joel Hirschhorn, fraîchement oscarisés 2 fois pour leur travail sur L'Aventure du Poséidon et La Tour Infernale, d'en composer la musique. La réalisation est alors confiée à Don Chaffee, qui avait déjà œuvré pour Disney une quinzaine d'années auparavant avec Les 3 vies de Thomasina, mais surtout le réalisateur de Jason et les Argonautes. L'alliance des 5 hommes va alors agir comme une potion miracle, et 20 ans après l'achat des droits, Peter et Elliot, le dragon, pu sortir au cinéma. Une petite pensée pour Stanton qui nous aura quitté 3 ans plus tôt et qui n'aura jamais vu son scénario porté à l'écran. Le film s'ouvre sur la chanson Un petit point de lumière interprétée par Nicole Croisy pour la version française et par Hélène Reddy dans sa version originale. Une chanson qui ne vaudra pas une 3e statuette pour nos 2 compositeurs, mais quand même une nomination. On se retrouve dans un mois où on fait la rencontre de Peter, un garçon volant. Elliot, pose-moi par terre. Un garçon volant victime d'hallucinations. Le jeune Peter est en fuite, pourchassé par son frère adoptif, son autre frère adoptif, son père adoptif et sa mère adoptive, qui sont tous des êtres charmants. C'est vrai? À ton avis? Sinon pourquoi est-ce qu'il voudrait se cacher? Une partie de cache-cache? Afin d'éviter de travailler à la ferme avec sa sympathique famille, Peter décide de dormir dans une souche d'arbre qui a la fâcheuse tendance à se téléporter. Non mais sérieux, là c'est la nuit, il est en forêt, il se réveille le matin, il est dans un verger. Il y a que moi que ça choque. Alors sur ce détail oui, parce que les gens normaux sont bien plus attirés par le dragon qui apparaît. Et bien justement, parlons-en de ce dragon. On est là face à un mixte entre le dragon occidental et le dragon oriental, ce qui explique pourquoi il a cette forme un peu longue. Et cette inspiration vient du fait que les dragons d'Orient sont bien plus gentils. Ouais, plus gentils. Et par cet aspect, il partage 2 liens avec Mary Poppins. À la fois extra-diégétique, les 2 films étant un mélange entre prise de vue réelle et animation, mais aussi pour le rôle de tuteur d'enfant dans le besoin. D'ailleurs, on ne sait pas bien d'où vient la bestiole, si elle est unique, et même si Elliot est son vrai prénom, vu qu'elle ne parle pas. Un prénom qui a d'ailleurs été inspiré par l'acteur Elliot Gould. Pour le reste de ses caractéristiques, il peut cracher du feu, possède une paire d'ailes qui lui permet de voler. Je n'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Et bien entendu, sa capacité la plus importante, celle de devenir invisible, que ce soit en entier ou seulement des parties de son corps. La question c'est, pourquoi est-ce qu'il voudrait faire disparaître son corps, mais garder sa tête par exemple? Genre, dans quelle situation ça peut être utile? Bref, après un petit moment musical, le duo arrive à la ville de Passamaquoddy, un petit village de pêcheurs dans le Maine. Un village complètement fictif, les Passamaquoddy c'est en réalité les natifs du coin qui ont donné leur nom à la baie de la région, mais aucun village sur la carte. Et à peine arrivé dans ce village que le duo commence déjà à foutre le bordel en détruisant des clôtures, faisant peur aux chevaux et marchant dans le ciment jusqu'à croiser une classe d'élèves qui a cette curieuse façon de marcher. Je suis désolée, mais je disais à mon dragon de faire bien attention à l'écriteau. Non mais, Peter, à un moment donné, à quoi ça sert de passer 2 minutes à dire à ton dragon de devenir invisible pour ne pas faire peur aux gens, si c'est pour dire à la première personne que tu croises que tu as un dragon derrière toi, que les gens ne voient pas, vu qu'il est invisible? À quelle école est-ce que tu vas, jeune mal appris? À aucune école. Ça s'explique. Et après quelques nouvelles gaffes et ce coup de pied totalement gratuit, la ville entière se lance à la poursuite du gamin. Et ne vous en faites pas pour le gamin, les habitants du village semblant avoir une vision périphérique proche du néant. C'est à ce moment que Lampy, gardien de phare de la ville et interprété par Mickey Rooney, sort d'un bar après un petit verre de trop et est le seul à repérer le gamin, sans doute grâce à son don de double vue. Il découvre aussi Elliot, redevenu visible entre-temps, et prend peur du dragon, ce qui est une réaction parfaitement normale, je pense. S'ensuit une nouvelle chanson qui nous permet de rencontrer Nora, sa fille, qui le raccompagne à son phare. De son côté, Peter et son dragon cherchent un abri pour la nuit, et en se promenant sur la plage, ils tombent sur une grotte qui se trouve au pied du phare. Et après une petite dispute entre Peter et le dragon, Nora, qui a vu l'orphelin se promener sur la plage, débarque. Elliot tentant de se cacher pour se dérober à son regard. Mais pourquoi il devient juste pas invisible?
Nora invite alors Peter à manger une soupe dans le phare, prétextant que la grotte va finir par être inondée à la marée haute. Ce que Peter accepte avant de demander à Elliot de rester dans la grotte, qui va donc finir inondée. C'est moi ou il veut tuer son dragon de compagnie là? Et devant le bon bol de soupe, on en apprend un peu plus sur la vie de Peter. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé à ses parents biologiques, mais il a fini à l'orphelinat avant d'être racheté par les Kogan, la sympathique famille du début. Et une fois arrivé dans ce nouveau foyer, Peter fut mis aux travaux forcés avec, à la moindre incartade, un coup bien placé derrière la nuque. Et d'après ses dires, c'est pas arrivé qu'une fois. Peter s'enfuit alors pour retourner à l'orphelinat qui décide de jouer au ping-pong en le renvoyant dans sa famille adoptive. Et vu que cette perspective d'avenir ne plaisait pas à Peter, il s'est enfoui de nouvelles fois, ce qui nous a amené au début du film. Nora lui propose alors de rester pour la nuit avant de lui montrer comment s'occuper du phare. Histoire que, si on pouvait lui demander de bosser ici aussi... Ah ouais, donc en fait, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. On en profite aussi pour apprendre l'existence de Paul, qui a supposément péri en mer il y a 1 an. Mais qu'elle se rassure, Peter va demander à Elliot de retrouver Paul, histoire de ramener sa carcasse bouffée par les requins. Je sais pas. D'ailleurs, c'est toujours incroyable à quel point il veut que personne ne sache qu'il a un dragon, mais en répétant à tout le monde qu'il a un dragon. Le lendemain, Lampy descend de sa chambre pour trouver le jeune garçon dans un lit et n'avoir absolument aucune réaction, jusqu'au moment où il se rend compte que c'est Peter et donc prend peur. Peter et Lampy se mettent alors d'accord pour aller en ville avec le dragon, histoire que tout le monde puisse voir qu'il existe bel et bien. Tu vas où? Non mais j'en ai marre, le dragon, il doit être visible ou caché. C'est possible d'être cohérent 2 minutes? Au final, c'est Nora qui va trancher en prétextant que ce ne serait pas une bonne idée de montrer un dragon à la populace et que nos 2 compères feraient mieux de ne plus jamais en parler. Pendant ce temps, à Passamaquoddy... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'en sais foutre rien. C'est le docteur Terminus, un charlatan qui vend des produits miracles et qui en arrivant en ville faut encore plus le boxon de Peter. Et la populace semble ne pas lui en vouloir, alors qu'il a même pas de dragon pour s'excuser. Ouais, la ville a plus l'air de lui en vouloir, parce que c'est un charlatan qu'autre chose. Ce docteur, qui n'a de docteur que le nom, vient vendre ses remèdes arrivant directement de Paris, et qui ont le curieux effet secondaire de changer la couleur des cheveux. Cependant, les tensions s'apaisent après une chanson vantant les mérites de ses produits et une mise en scène qui me fait dire que les habitants de Passamaquoddy sont quand même bien crédules. Sauf quand il s'agit de croire qu'un gamin est ami avec un dragon invisible. De retour dans le phare, Lampy et Nora discutent de Peter, et surtout d'Elliot. Et si le vieux gardien de phare est sûr que le dragon existe, Nora pense juste qu'il s'agit là d'un fragment de son imagination. Et justement, parlons d'Elliot, comme promis, Peter vient lui demander de retrouver le pauvre Paul disparu tel un lassie cracheur de feu. Sauf qu'un dragon, ce n'est pas un chapisteur, et au choix, au vu de son expression, soit il n'a pas compris ce que lui demandait le gamin, soit il ignore totalement comment faire. Pendant ce temps, Lampy, qui est parti se rafraîchir le gosier dans le bar du coin, tombe sur le docteur Terminus, éminent homme de science, ayant étudié dans diverses universités, à Londres, à Vienne et au Moulin Rouge à Paris. Alors je sais pas bien quelle étude de science on fait là-bas. Et je suis pas sûr de vouloir le savoir. Et vous vous demandez sans doute pourquoi Lampy vient l'apostropher ainsi. Pour lui parler d'Elliot. On peut me rappeler ce qu'il a dit juste avant? C'est trop dangereux de l'emmener là-bas. C'est sûrement dangereux. Si t'as pas envie que ça se sache pourquoi, tu vas le dire au premier venu, qui en plus est clairement un méchant. Je veux dire, il est tellement méchant qu'il a fait supprimer un de ses sidekicks. Quand ça? Bon, parenthèse. Le docteur Terminus, il est accompagné par ce type qui s'appelle Augie, malgré le fait qu'il n'y ait aucun cafard dans le film. Il est pas méchant, c'est le sidekick un peu simplet. Mais à la base, Terminus, il devait avoir un autre acolyte qui s'appelait Ferdinand et qui devait servir de deuxième vilain au film. Ce à quoi Ken Anderson, un des animateurs d'Elliot, s'est opposé, trouvant que les 2 personnages étaient redondants. Merci pour la parenthèse, et si le docteur Terminus ne semble pas être intéressé par la créature, pensant qu'on est plus là dans la légende que dans la science, Augie, qui est dans le même état que Lampy, accepte d'aller dans la grotte vérifier de ses yeux si le dragon est bel et bien réel. Ce qui va forcément être un échec vu que le dragon est parti à la recherche de Paul. Bon, vous êtes prévenus, hein? Ah ouais, donc confirmation qu'il n'a pas du tout compris ce que lui avait demandé Peter. Et au lieu de se cacher, ce qu'il a fait la dernière fois que quelqu'un est entré dans la grotte, là il reste bien visible et se montre à nos 2 adorateurs de bouteilles, qui prennent peur de la bête et s'enfuient en courant après avoir créé une réaction en chaîne en mélangeant alcool et dragon. Voilà une bien singulière idée.
Oggy retourne voir Terminus qui est en train de préparer son repas, je sais pas trop, mais qui ne croit pas à un traître mot de son acolyte. Le lendemain, c'est le premier jour d'école de Peter, accompagné de Nora qui semble visiblement s'occuper de tous les autres élèves alors qu'elle a aucun lien avec l'école et qui sert juste à avoir une chorégraphie pour la prochaine chanson. Et là où les élèves semblent s'être directement liés d'amitié avec Peter, les autres habitants ne sont pas à tendre avec lui. Entre les pêcheurs qui accusent son dragon d'avoir fait fuir les poissons de la région et la maîtresse qui le punit pour son imagination. Au bout d'un moment, vu que toute la ville semble savoir que le dragon existe, pourquoi Peter le montre pas tout simplement? Mais il va se montrer. Là, il fait un trou dans le mur, puis dans un autre mur. Et à ce moment précis, Terminus accepte de croire au dragon et se rend compte qu'il peut se faire un paquet de pognon en démembrant le monstre morceau par morceau. Donc, on a un gars qui ne croit pas au dragon, mais qui a un livre qui explique les remèdes à partir de dragons. Dragon. En plus, c'est un charlatan, donc il pourrait faire des remèdes à base de dragons sans dragon. Il va donc proposer à Peter de lui racheter son dragon pour la somme astronomique de 5 $, ce que, bien entendu, il refuse. Parce que c'est pas assez, parce que le dragon lui appartient pas surtout. Donc Terminus peut directement en parler avec le dragon, qui malheureusement a décidé d'être invisible aujourd'hui. Le doc part donc bredouille, mais jure qu'il reviendra. Et pendant un entraînement de karaté de Monsieur Miyagi, Nora et son père proposent à Peter de rester vivre avec eux. Et je pense que légalement ça va poser quelques problèmes. Et justement, puisqu'on en parle, qui est-ce qui débarque pour récupérer le petit qu'ils ont acheté? Adopté? Non, acheté. Et c'est à ce moment que Terminus va mettre au point son plan génial en s'associant aux Kogan et aux pauvres pêcheurs toujours désespérés de ne pas avoir la moindre prise. Alors c'est gentil d'accuser le dragon, mais c'est peut-être eux qui sont juste nuls aussi. Parce qu'il n'y a pas 2 minutes, Peter semble avoir aucun mal à attraper un homard. Et le soir même, le plan est mis en place avec 3 ingrédients. Primo, un filet, secondo, un harpon, et tertio, un astucieux. Enfin, c'est pas un astucieux, parce qu'un astucieux ça veut rien dire. Mais il veut garder le suspense. Alors nous aussi. La première étape du plan consiste à attirer Peter dans le village en lui faisant croire que son dragon est en train de foutre le bordel, quand bien même il l'a croisé il y a moins de 5 minutes. Et maintenant qu'il a son appât, il passe à la seconde partie du plan, à savoir envoyer Oggy dans la grotte chercher le dragon pour qu'il se précipite en ville. Alors qu'il aurait pu directement mentir au dragon pour l'attirer en ville et qu'il n'aurait pas eu besoin des Kogan. Une fois sur place, la troisième partie du plan peut se lancer. Le filet tombe sur Elliot et la mèche beaucoup trop longue du harpon est allumée. Sérieusement, le temps qu'elle se consume, Elliot a le temps de se libérer du filet, de libérer Peter des Kogan qui prenaient la fuite et Terminus arrive à enrouler son pied le long de la corde du harpon, le faisant s'envoler en l'air en se transformant en dingo par la même occasion. Donc pour Terminus, c'est tout le monde descend, pour les Kogan, c'est retour à la case départ, tout est bien qui finit bien. Et oui, si vous avez été attentif, il n'y a pas de tertio. Enfin, tout est bien qui finit bien, mais en vrai, c'est pas encore fini. Parce que Paul, qui a disparu depuis 1 an en mer sans donner de nouvelles, décide que c'est justement le bon moment pour rentrer. Sauf que la tempête qui fait rage a provoqué une vague tellement grande et puissante qu'elle a brisé les vitres du phare et éteint la flamme. Oui, une vague qui arrive à atteindre le sommet du phare, mais qui ne semble pas toucher le village de pêche juste à côté. Donc Peter et Elliot rejoignent le phare, le dragon crache ses flammes pour le rallumer, le bateau est sauvé, le village fait une dernière chanson en l'honneur du héros de la ville, y compris les pêcheurs qui la veille voulaient le tuer. Paul revient, Nora est heureuse et Elliot doit malheureusement faire ses adieux à Peter. En effet, maintenant qu'il a trouvé une famille aimante, le petit garçon n'a plus besoin de lui, mais d'autres enfants à travers le monde n'ont pas cette chance. C'est donc avec un dernier adieu que Peter fait un signe à Elliot en lui demandant de surtout rester invisible. Ce qui ne sert à rien puisque de toute façon le dragon n'existe pas. Bah quoi? Bon, reprenons. Les 3/4 du temps, le dragon est invisible, alors que la majeure partie des problèmes seraient réglés s'il se montrait. Au final, hormis les fois où il discutait avec son protégé, les seules apparitions qu'il a, c'est face à Oggy et Lampy, et dans les 2 séquences finales. Mais on va y revenir plus tard. Là, j'ai une question à vous poser. Qu'a fait Elliot concrètement quand il n'était pas avec Peter? Il est parti à la recherche de Paul. On ne le voit jamais réellement partir à la recherche de Paul. Il vient dire à Peter qu'il va arriver, mais nous on voit pas son périple. Il a fait peur à Oggy et à Lampy, et ça prouve réellement qu'il existe. La première fois que Lampy voit le dragon, il sort du bar et est légèrement éméché, ce qui est aussi le cas quand il retourne dans la grotte avec Oggy, dans le même état. D'ailleurs, lorsqu'il voit le dragon, la description est assez inexacte. Même qu'il fait 15 mètres de haut et qu'il a des tas de griffes partout, de quoi déchiqueter un homme en lambeaux.
Il y a donc de fortes chances que ce soit juste une hallucination due à l'alcool. Comptons aussi que le ronflement de la bête dans la grotte fait étrangement penser au vent qui s'engouffrerait dans ce repère de dragon. Écoutez, il est à l'intérieur. La deuxième fois que Oggy va dans la grotte, il n'est pas bourré, certes, mais il est persuadé que le dragon existe et il est assez simple d'esprit. Donc le vent qui fait penser à un ronflement et un jeu d'ombre ont pu faire croire que la créature existait sans que ce soit vrai. Ouais, enfin, il y a quand même d'autres actions, le bordel en ville, il fait tomber les Kogan. Juste, mais toutes ces actions arrivent alors que Peter est présent. Il faut pas oublier que le film se passe de son point de vue. Donc est-ce qu'il y a réellement un dragon ? Ou est-ce qu'il y a autre chose et Peter le fantasme juste? Par exemple les Kogan. Au début du film, on nous montre bien que c'est le dragon invisible qui les fait tomber. Sauf qu'à ce moment, il marche dans la boue qui est glissante. Peter demandant à Elliot de ne rien faire, ce qu'il fait quand même, on peut imaginer qu'ils ont juste glissé. Pareil pour son arrivée en ville. Peter a très bien pu jouer avec un bâton sur la barrière pour l'endommager, marcher par inadvertance dans le ciment, ou vu que la robe de la maîtresse était accrochée, tenter de la décrocher et se faire accuser d'avoir commis l'impair. Et il est bien plus facile pour un enfant abandonné de s'imaginer un responsable de ses fautes, quand bien même elles sont pas volontaires. Elliot est un ami imaginaire, à la fois une figure paternelle et compagnon de jeu. D'ailleurs, Nora ne cesse de le répéter durant tout le film. Ce dragon, pour lui, c'est presque la famille qu'il n'a pas. Nora qui finira par voir le dragon. Mais elle est aussi dans cet état d'esprit du monde fantasmé, en espérant toujours le retour de son amour disparu. Nora ne voit pas Elliot parce qu'il existe, mais parce qu'elle a aussi besoin de croire. Enfin, pour ce qui est du reste du village, qui finira bien aussi par voir le dragon, l'explication est encore une fois assez simple. Dès son arrivée, Peter est un martyr, il commet des gaffes en accusant son dragon, et on lui met tous les maux de la ville sur le dos. Une pénurie de poissons, c'est la faute du dragon. Les murs vétustes de l'école s'effondrent, c'est la faute au dragon. Et à Peter dans la foulée. Peter est un souffre-douleur, coupable parfait pour expliquer l'incapacité des villageois. Quelle bande de superstitieux ridicules! Sauf qu'à la fin du film, tout est bien qui finit bien. Peter est accepté à une nouvelle famille et tout le monde chante à la gloire du dragon. Un peu comme si, pour accepter le garçon, Passamaquoddy était entré dans son univers. Et maintenant que Peter est accepté, il n'a plus besoin de cet ami. Il lui rend donc sa liberté pour qu'il aille à son tour aider d'autres enfants. Et pour conclure, je rajouterai un dernier point. Je peux? Ouais. Revenons au début, l'histoire de S.I. Miller était bien différente du produit final. À l'origine, le dragon devait être invisible durant l'intégralité du film, laissant au spectateur le choix de croire ou pas à la créature légendaire. Et cette idée, elle va rester très longtemps dans le script. C'est Ken Anderson, encore lui, qui viendra avec la réflexion que le film s'appelle Peter et Elliot le dragon. Donc que le public allait s'attendre à voir un dragon. Il a donc été décidé de le montrer à la fin du film, puis un peu avant, puis encore un peu, tout ça pour donner le résultat que l'on connaît aujourd'hui. Ok. Oh, et du coup, Régis, ça vient d'où? Eh bien, dans notre série Régis est un con, aujourd'hui, Régis est un gros con. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très vite. C'était le Grimsqueaker pour vous servir.